je vais parler des énergies renouvelables, donc des causes perdues en France, un peu quand même. Parce que le lobby nucléaire, effectivement, fait ce qu'il faut. Vous allez le voir, je vais vous donner quelques petits chiffres pour montrer qu'on est quand même dans un pays de misère concernant les renouvelables par rapport au reste de l'Europe, quand même. Donc moi, je fais partie du CAN-Ouest, bien sûr, depuis très longtemps aussi. Et j'ai créé un bureau d'études sous forme d'une société coopérative d'intérêt collectif, comme les 7 vents d'ailleurs, qui s'appelle IDE, ça veut dire Initiative au pluriel, et j'y tiens, au pluriel, pour le développement de l'efficacité énergétique, donc que j'ai co-créé avec un copain de Haute-Normandie, à l'époque où il y avait 2 Normandies, et qui travaille qui fait des études sur les énergies renouvelables, la maîtrise de l'énergie, les audits énergétiques, et on essaye de travailler pour le sujet. Donc je vous parlerai pas de la RE 2020, donc la future réglementation énergétique du bâtiment, parce que ça demanderait un sujet à temps plein, qui est en train d'être massacré par les lobbies, bien sûr, puisqu'elle devait être sans chauffage électrique, et on va essayer de remettre un peu quand même, bien sûr. Encore une fois, sous la pression des lobbies pour arriver à consommer plus. Donc je vous ai amené quelques petites photos. Donc on parle des énergies renouvelables. Donc je vous ai montré une image d'Épinal. C'est l'un des plus vieux parcs éoliens offshore. Bien sûr, c'est pas en France, je vous rassure. C'est au Danemark. Où vous voyez qu'il y avait déjà une petite centaine de ces machines en pleine mer. Donc effectivement, chez nous, vous savez combien il y en a d'éoliennes offshore actuellement. Il y a 2 projets. Il y a Fécamp, il y a aussi au large du Calvados. Et actuellement, il y a une seule éolienne offshore en France, en test à La Rochelle, un modèle flottant. Donc c'est vous dire que, alors qu'on a le 2e potentiel éolien offshore d'Europe, puisqu'il n'y a que les Anglais qui nous battent, parce qu'ils n'ont que du vent, puisqu'ils n'ont que des côtes. Donc voilà. Donc c'est vous dire. Donc on est dans une situation de misère, puisque pour l'instant, 20% de l'humanité consomme des renouvelables. Et 80% de ce que consomme l'humanité en énergie, bien sûr, c'est du pétrole, de l'uranium, du charbon et du gaz dit naturel, rien que le mot déjà. Donc effectivement. Donc je travaille aussi avec une association qui s'appelle Négawatt, que vous connaissez sans doute. Donc on a un slogan, c'est efficacité énergétique, sobriété énergétique et énergie renouvelable. Et normalement, l'association Négawatt va sortir à la fin de ce semestre un nouveau scénario pour 2022 qui va aller de plus en plus loin parce que les scénarios sont renouvelés régulièrement et qui démontrent qu'on peut avoir un objectif 100% renouvelable sans problème en 2050 et arrêter le nucléaire, le fossile et le fissile. Et c'est pas difficile, comme quoi. Donc quelques mots sur l'énergie primaire. Alors c'est très primaire l'énergie, surtout pour ceux qui la défendent pour l'instant. Donc juste un petit mot parce que c'est important de comprendre cette histoire. Quand on fait de l'électricité, c'est pas un truc très efficace en fait. On fait bouillir de l'eau, on fait de la vapeur et on fait tourner un alternateur. Monsieur Carnot nous a dit qu'il en restait 33% d'électricité pour 100% de chaleur. Et en plus, on a ce qu'on appelle les pertes du réseau, les pertes par effet Joule, les pertes de fer dans les transfos, etc. Donc là, je vous ai montré un petit exemple rigolo. Vous avez 100% de chaleur, vous avez 33% d'électricité qui sortent de Flamanville. Vous arrivez à votre lampe électrique quand c'était une incandescence ou une halogène, vous aviez un rendement de 95%, mais de chaleur. Vous avez 5% de lumière. Donc vous voyez le rendement de ces systèmes, ce qui est pour ça que c'est aberrant de refaire du chauffage électrique et refaire de la chaleur alors qu'on a dégradé de la chaleur pour faire une énergie noble qu'est l'électricité. Comment est-ce aussi idiot d'en refaire de l'eau chaude ou de la chaleur? Donc vous voyez que c'est un paradoxe. Certains pays intelligents l'interdisent d'ailleurs, ou dissuadent fortement les gens d'utiliser le chauffage électrique, alors que nous, on a fait un truc qui s'appelle Promotelec, comme son nom l'indique, donc au cas où vous n'auriez pas compris. Donc voilà, et l'idéal pour EDF à l'époque, c'était pour mettre toutes nos centrales nucléaires. N'oubliez pas qu'on devait en faire une centaine normalement de centrales nucléaires, si on avait suivi le programme initial de Giscard Naval. Donc effectivement, une centaine de centrales, on n'a pas fait autant. Mais on faisait trop de courant, en fait. Donc c'est vous dire, on a consommé quand même, alors on parle de tonnes d'équivalent pétrole parce que la Direction générale de l'énergie et des matières premières sont restées à l'ancien dieu du pétrole. Et nous, on parle plutôt en kilowattheure, mais sachez que quand on parle d'énergie, normalement, ça doit être des joules. Kilowattheure, c'est plus l'électricité, ça c'est pas un hasard. Donc je vous fais voir ici le principe du schéma d'énergie du pays. Donc ici à gauche, vous avez tout ce qui rentre. Donc vous avez le pétrole brut, la production nucléaire, vous voyez. Et vous voyez, la production nucléaire, il y a un grand trait violet qui remonte, c'est ce qui est en violet, qui remonte en haut. Et ça s'appelle les pertes, vous voyez, énergétiques.
Et la petite flèche bleue qui reste, en violet, bah, c'est ce qu'on utilise réellement. Donc, vous voyez la perte d'énergie que ce système génère. Contrairement à des éoliennes ou des panneaux solaires qui fabriquent de l'électricité qui est consommée localement et il n'y a pas de perte thermique. Donc, vous voyez qu'au niveau efficacité, le gros système des centrales thermiques, c'est pas terrible en fait. Donc voilà, ce petit schéma est assez important. Donc on voit le gaz aussi, le gaz naturel avec ses pertes et le pétrole qui a pas mal de pertes également. Donc, bon, dans le monde, vous voyez qu'en 2018, je n'ai pas eu les chiffres plus récents, mais je n'ai pas eu le temps, 67% de l'énergie renouvelable consommée dans le monde, c'est de la biomasse et des déchets. Bah oui, l'énergie bois est encore énormément utilisée sur Terre, et même dans nos campagnes pour se chauffer, hein, le bois bûche. L'hydroélectricité, c'est 20%, les autres énergies renouvelables, éolien, solaire, c'est 7%. Et les biocarburants, alors qu'ils n'ont que de bio que le nom, c'est-à-dire utiliser du pétrole à base de betterave. Mais ce n'est pas une solution pour l'avenir, puisque si on veut faire voler un avion Paris-New York en alcool de betterave, bah, il faut 400 hectares à l'aller et 400 au retour. Donc ça va pas, c'est soit on vole, soit on bouffe. Hein. Vous m'avez vu, moi j'ai choisi mon camp, camarade. Donc, je me suis amusé à retrouver un petit. Ça, c'était tiré dans Le Monde en 70, choc pétrolier. Hein, le mec qui se shoot avec son container. Et puis, j'ai mis la version plus moderne. Le père qui dit à sa fille, je t'aime bien, mais je préfère quand même les combustibles fossiles. Donc, ça veut dire. Et cette affiche, qui est assez ancienne aussi, bah, on va avoir un grand pic que M. Huber avait bien décrit à l'époque. Hein, c'est le pic du maximum de production. C'est-à-dire, pour une petite centaine d'années de bonheur énergétique, bah, on va impacter l'ensemble de la planète. Et surtout, de toute façon, quand tout sera fini, on n'aura plus que du solaire, du vent, de l'hydraulique et de la biomasse. Donc il faut déjà se préparer à ce qui sera notre quotidien. D'ailleurs, avant, on n'avait que ça, d'ailleurs. Donc les énergies primaires en France, on est très primaires. Hein. Donc ici, vous voyez, on est 40%. Alors ils mettent le nucléaire en jaune, hein, ça fait plus solaire en fait. Parce que c'est le yellow cake, hein, on n'a pas tous la part du gâteau. 28,9, c'est les produits pétroliers, donc tout va bien. Le gaz part aussi avec 15,7 et 10,7, c'est les renouvelables, donc c'est une grosse misère, hein, c'est quasiment rien. Et 4, c'est le charbon, il y en a un petit peu encore, hein, même s'ils ferment le Havre et qu'il y a 2-3 centrales thermiques encore. Et 0,6, c'est des déchets non renouvelables. Bon. Alors, par contre, production primaire de renouvelables par filière en 2017 en France, bah, vous voyez que c'est 39,6, c'est le bois énergie quand même qui reste l'une des grosses énergies renouvelables en France, qui ne semble pas être ce qui surprend souvent. Le grand hydraulique, hein, les grands barrages, c'est 16,7. Les fameux biocarburants, vous savez, le petit éthanol qu'on vous met dans votre essence, bah, c'est 10,2. Les pompes à chaleur, ce qui est pas forcément une renouvelable, on en parlera, c'est-à-dire utiliser l'énergie du soleil stockée dans le sol ou dans l'eau, qui permet d'avoir un meilleur rendement avec un moteur électrique quand même. Hein. Bien sûr, l'éolien, bah, vous voyez que l'éolien c'est 8,2, c'est-à-dire que les pompes à chaleur en France produisent plus que les éoliennes, hein, quand même, c'est assez remarquable. Les déchets renouvelables, bah, c'est quand on fait du thermique avec des déchets, ce qui n'est pas forcément une solution très efficace. Mais bon. Le biogaz part, donc c'est la misère, alors qu'on a le plus gros tas de merde en France, hein, quand même, en Europe, puisque sachez quand même qu'on est la plus grosse ferme agricole en Europe, donc on a le plus gros tas de déchets. Donc premier pays, Bretagne, Pays de Loire, Normandie, on en a pas mal, donc on a un capital de biogaz monstrueux, qui est très bien exploité au Danemark, puisqu'ils en exploitent 60, et nous, on n'est même pas à 1%. Donc c'est vous dire qu'on a fait ce qu'il fallait pour ne pas le développer. Et quand on veut faire des projets, on en reparlera, le biogaz, on veut faire des trucs monstrueux. On aime bien les grosses centrales. Hein. C'est le côté jacobin, vous savez, il faut que ça pète. Napoléonien, ouais. Donc le solaire photovoltaïque, c'est la misère, 3,2. Résidus de l'agriculture, la géothermie, bon, la vraie géothermie, hein, celle qu'on va chercher dans le sous-sol. Donc en Bretagne et Normandie, c'est baisé. À Paris, la maison de la radio, vous savez, est chauffée à la géothermie de la nappe du Dogger sous Paris, qui a 1 kilomètre de profondeur. Donc voilà, le solaire thermique, en France, c'est une catastrophe, alors que ça devrait être obligatoire sur toutes les maisons de retraite, sur tous les hôtels, etc., puisque c'est très rentable et très efficace. Sauf que, bien sûr, le prix du matériel est sur le côté en France, parce que les marges sont importantes. Hein. On paye beaucoup plus cher le solaire thermique en France et le photovoltaïque en Allemagne, par exemple. Donc l'énergie marine, pour l'instant,
bien sûr, il y a l'énergie des vagues, on en parlera un petit peu. Il y a l'énergie, bien sûr, le rat blanchard qui passe chez nous. Là, c'est sûr que c'est un capital intéressant. Donc ici, à gauche, je vous ai mis la figure, vous voyez, de l'évolution sur Terre des énergies renouvelables. Alors, on voit pas forcément bien les couleurs. Le bleu, c'est le vent en bas, le bleu foncé. Le jaune, c'est le solaire, bien sûr. Là, c'est pas le nucléaire, hein, c'est des chiffres internationaux, donc ils mettent jamais le jaune pour le nucléaire. L'hydraulique aussi. Et enfin, toutes les énergies renouvelables. Comme vous voyez l'évolution, et vous voyez qu'en 2020, il y a eu un bond assez extraordinaire dans le monde, parce que dans le contexte, il y a eu une évolution des renouvelables. Bien sûr, pas en France, hein, je vous rassure. Donc d'ailleurs, ici, l'énergie en Europe, ce chiffre, ce graphique est assez... Ici, le pourcentage d'énergie renouvelable par rapport à l'électricité seulement. Hein, là, c'est pour toutes les sources. Vous voyez que l'Autriche, ils arrivent à pour loin de 80%. La Suède, pareil, le Danemark, le Portugal, etc. La moyenne de l'Europe, on est à plus de 28-30% facile. Et vous voyez que la France, elle est tout en bas, comme par hasard, parce que nos lobbies sont efficaces. On est quand même... je vois même plus où on est d'ailleurs. Allez, la France. On est en dessous des Bulgares hein, quand même. Mais on a battu les Belges une fois. Hein. Vous voyez que les Anglais qui ne sont plus en Europe sont mis à part. Et vous voyez que c'est extraordinaire. Ils sont arrivés à plus de 38% de renouvelables. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place des énergies offshore éoliennes. Ils ont développé très vite et très fort l'éolien offshore. Ce qu'on ne fait toujours pas en France. On en parle depuis des années, des dizaines d'années. On commence à avoir les premiers projets de parcs éoliens, mais combien de temps ça met en France? Vous savez qu'un parc éolien français, il faut plus de 10 ans en moyenne pour qu'il sorte. Facile. Donc en Allemagne, c'est 3 ans. Donc vous voyez, maximum. Donc vous voyez qu'il y a d'autres pays comme la Norvège, l'Islande qui sont au-dessus de 100%. Donc vous voyez, bon, c'est des petits pays qui ont des particularités, mais il n'y a pas de raison que nous, on fasse mieux. D'ailleurs, par rapport aux engagements européens, la France s'était engagée. On est arrivé en dessous de nos engagements. On est très loin. Donc l'énergie en Europe, l'Europe du Nord et l'Espagne font la course en tête dans la vente d'énergie verte en direct aux entreprises. Vous voyez que là aussi, la France, pour l'énergie vente verte, on est très bas, directement aux entreprises. La bonne nouvelle, les productions des énergies par rapport aux fossiles en Europe, vous voyez que les renouvelables sont en train de battre les fossiles, l'éolien et le solaire battent le charbon. Parce que certains pays intelligents, comme l'Allemagne, arrêtent le charbon et le nucléaire. Parce qu'on les accuse toujours, nos braves amis allemands, de faire plein de CO2 avec leur salle centrale au charbon. Dans la réalité, non seulement ils arrêtent vraiment le nucléaire, ce qui est plutôt une bonne chose, et comme c'est le moins qu'on puisse dire, mais en même temps, ils arrêtent aussi le charbon. Donc, et ils développent à fond les renouvelables, bien sûr. Vous voyez, le prix de l'offshore, de l'éolien offshore, est arrivé quasiment au prix du solaire actuellement. Le solaire, l'éolien terrestre est arrivé au prix du photovoltaïque. C'est incroyable. Je veux dire, il y a 10 ans, on aurait pas dit ça. Et je vous donne un petit exemple. Le Portugal, pays dont on parle pas souvent. Vous voyez, janvier, février, mars de 2021, ils ont produit à peu près 80% de leur électricité à partir de renouvelables. Donc, vous voyez, nous, c'est 74% de nucléaire. Et, bon, on est plus grand que le Portugal, mais on a des grandes côtes, on a de quoi faire de la production. Donc, ça prouve bien que si on voulait vraiment, on y arriverait. Mais comme qui dirait l'autre, même les États-Unis sont en train de nous torpiller. Regardez l'évolution des coûts comparée aux États-Unis. Donc 2012-2013, l'éolien, le PV sur les centrales arrive moins cher, bien sûr, et arrive au prix de l'éolien également. Donc en 2019, on est beaucoup moins cher, vous voyez, que le gaz, le charbon et le nucléaire qui augmente, lui, aux États-Unis. Parce que les Américains ont beaucoup de défauts, mais ils sont assez pragmatiques. Si la centrale coûte tant et qu'elle rapporte tant, on arrête. Hein. Alors qu'en France, c'est nous qui payons. Donc quelques mots, parce que vous savez que sur les renouvelables en France, à cause de la progression du lobby pour discréditer les renouvelables, avec M. Jancovici, dont on parle souvent, qui explique que, certes, le climat, sur le climat, on est d'accord avec lui, mais la solution, c'est de mettre du nucléaire partout, quoi. Et c'est des gens qu'on fait causer partout, alors que c'est une catastrophe sur le fond. Donc vous voyez que dans notre pays, donc ce qui se passe actuellement, il y a une grande campagne de dénigrement de toutes les énergies renouvelables. L'éolien, bien sûr, parce que c'est le premier visé, mais même le photovoltaïque, on entend des Trump news, des fuck news, non des... J'arriverai jamais à le dire, enfin... Fuck news, oui, presque. Donc,
Voilà, c'est ce genre de manipulation qui circule abondamment sur Facebook et sur le reste. Hein. Donc, si vous voulez avoir des mauvaises infos, n'hésitez pas, vous verrez, il y en a des tonnes. Donc, vous voyez, même l'ADEME a été obligé de sortir une fiche technique. Non, les énergies renouvelables n'utilisent pas de terres rares. Vous savez, les fameuses terres rares, vous avez tout ça dans vos ordinateurs, moi le premier, dans mon smartphone et compagnie. Mais vous voyez que les renouvelables, terres rares, énergie renouvelable et stockage d'énergie, c'est pas le problème. L'autre bonne nouvelle, le coût des énergies renouvelables sont-elles concurrentielles avec les coûts du nucléaire ou des énergies fossiles? Déjà, ça c'est le titre. Je vous ai marqué les coûts en 2020. Le solaire à concentration, alors qu'on ne voit pas en France parce qu'il faut quand même des pays où il y a un peu plus de soleil, par exemple au Maroc, le prix diminue de 16%, l'éolien terrestre de 13%, 9% l'éolien offshore qui arrive à des prix, je ne sais pas si vous voyez, le parc de Fécamp, il est annoncé pour 47 € du mégawatt. Flamanville, c'est plutôt 107, si ça marche. Donc 7% de moins pour le photovoltaïque. La capacité en moyenne a augmenté de 62%. Et vous voyez, le prix, tout descend très très vite. Donc on a gagné officiellement. Au niveau économique, pendant des années, on nous a dit vos renouvelables, c'est gentil, mais ça coûte cher. Non, camarades, c'est le contraire. Maintenant, vous, c'est très long à construire. Ça génère plein de merde pendant des millénaires. Et en plus, ça coûte plus cher, le kilowattheure. Et en plus, construire une centrale nucléaire, vous voyez, à Flamanville, ça met du temps. Hein. Enfin, un peu plus que prévu, visiblement, et du fric. Les panneaux solaires, ça va assez vite. Hein. Pour vous donner une idée, ma maison est autonome depuis 1993, puisque je faisais partie d'une association Phébus qui s'appelle ESPUL maintenant, et on avait développé les énergies renouvelables. Donc, vous voyez que ça marche. Même à l'époque où ça valait très cher. Je vous rappelle qu'un panneau solaire, c'était du sort de 7 € du watt crête, pour vous donner une idée. Maintenant, chez un grossiste, on peut le trouver à 23-24 centimes du watt solaire. Donc je ne sais pas si vous voyez, par rapport à l'informatique dont les prix ont diminué de façon importante, qu'on nous cite souvent, le solaire a diminué beaucoup plus vite encore que tous les systèmes industriels qu'on a développés. L'autre bonne nouvelle, c'est que tout monte. Hein. Vous voyez que l'électricité pour un particulier, il est plutôt autour de 18 centimes du kilowattheure. Quand on prend toutes les taxes, hein, la turpe, la machine, la TVA sur la TVA, donc vous payez à peu près 18 centimes en tant que couillon de base votre électricité. Et vous voyez qu'elle n'a pas arrêté de monter. D'ailleurs, le prix de l'électricité a doublé depuis 10 ans. Donc on vous annonce, je peux vous dire, si on fait des EPR qui marchent aussi bien que le reste, au prix qu'ils vont coûter, je peux vous dire que la facture va encore doubler très vite. D'ailleurs, un rapport du Sénat de 2012 annonçait qu'en 2020, le prix qu'on a réellement eu en 2020. Donc vous voyez, merci. À l'époque, il y avait des sénateurs verts qui s'étaient démerdés pour faire avancer le débat. C'était intéressant. Donc il est toujours disponible, ce rapport. Donc le prix des renouvelables, là, c'est bon signe. Vous voyez que au niveau CO2, le soleil, c'est 0 €, 0 centimes. Bien sûr, il faut acheter les panneaux. Mais quand on met de l'uranium, il faut aussi acheter la centrale et la fabriquer. Hein. Donc ici, les bois bûches, c'est 0 g de CO2. Le prix en bois déchiqueté, 27 centimes, 45 pour les bûches. Granulé de bois, on est à 73. La pompe à chaleur géothermique, donc c'est de l'électricité. Du coup, on fait quand même 56 grammes de CO2. Bien sûr, après, il y a le gaz par, le gaz de réseau, bien sûr. 206 grammes, 271 le fuel, etc. Et ainsi de suite. Alors l'électricité, en fait, quand on utilise l'électricité l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que l'électricité ne se stocke pas. Donc on doit en permanence produire ce qu'on consomme. Et comme on a poussé le chauffage électrique, qu'est-ce qui se passe en hiver? Même nos super centrales nucléaires, quand elles marchent toutes, ce qui n'est plus le cas de moins en moins, n'arrivent pas à fournir assez. Donc qu'est-ce qu'on met en route? Des centrales thermiques. Donc ce qui fait que l'hiver, la production électrique fait quasiment presque autant de CO2 que le gaz naturel en été. Donc les gens qui vous disent j'ai un chauffage électrique, je ne vous fais pas de CO2, et du coup, à cause de toi, on met en route des centrales thermiques, donc charbon, gaz, pétrole. Et c'est bien ça. Et en France, on a un pic à cause du chauffage électrique monstrueux, le pic d'hiver. Un particulier qui a du chauffage électrique consomme 500% de plus que l'été en électricité, l'hiver. Un particulier classique qui n'a pas de chauffage électrique ou d'eau chaude électrique ne consomme que 140% d'électricité en plus l'hiver à cause du fait qu'il fait nuit plus longtemps. Donc vous voyez un peu cette gabegie électrique qui a été poussée par D'ailleurs, pour vous donner une idée,
Si on compare les pics de puissance des différents pays européens, la France représente presque la moitié du pic d'appel de puissance. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on doit avoir toutes les centrales en parallèle. Et autre chose rigolote, c'est qu'on dimensionne un réseau électrique en fonction de la consommation. Donc grâce au chauffage électrique, on a dimensionné les transformateurs et les câbles électriques pour plus d'énergie qu'on aurait besoin, donc de 30% en plus. Il y a eu un vieux rapport de Que Choisir sur le sujet. Donc, alors que c'est que les gens qui utilisent le chauffage électrique qui devraient payer du surcoût, hein, vous êtes d'accord, mais c'est pas le cas. Donc c'est tout le monde. Bref, juste un petit truc pour vous montrer que c'est pas non plus très juste. En tant que particulier, on est le couillon de base. Vous voyez que les prix graphiques 1, évolution du prix de l'électricité pour les ménages en France, ça déménage. Hein. Ici en HTTT, TTC, vous voyez que TTC, la courbe, et ici on est que de 2007 à 2020. Vous voyez la courbe quand même. Donc, comme je vous l'ai dit, le doublement en 10 ans. Par contre, regardez pour les pros, les prix diminuent. C'est extraordinaire. Plus vous consommez, moins vous payez cher du kilowattheure. Vous voyez qu'une petite grand-mère qui a un 3 kg, parce qu'elle ne consomme pas beaucoup, elle va payer son abonnement beaucoup plus cher que celui qui a un 6 kg. Donc un étudiant va payer plus cher, etc. Parce que le prix de l'abonnement va faire aussi la différence. Donc c'est une façon d'arnaquer le brave peuple. Et faire plaisir aux industriels, bien sûr. Faut business comme... voilà. Donc le prix des énergies, alors regardez un peu. Le photovoltaïque, alors c'est en dollars, désolé, parce que c'est eux qui suivent le mieux. Depuis 2009 à 2020, vous voyez, le photovoltaïque, on est passé de 400 à 39, quoi, de 362 à 39. Hein, c'est en dollars par mégawatt. Bon, c'est à peu près en euros, ça ferait pas loin de ça. Donc l'éolien offshore, vous voyez, il est à 44. L'offshore est à 78. Et vous voyez, même les batteries de stockage, bon, c'est un problème, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, la batterie, ça ne sera pas non plus l'énergie de l'avenir si on met du lithium. Le lithium ayant le problème voilà, dans 20-30 ans, sur Terre, il n'y en aura plus beaucoup non plus. Donc à droite, je vous ai mis le prix de l'électricité du solaire, a décliné de 89% en 10 ans. Je ne sais pas si vous voyez. Nous, on a doublé au niveau du compteur EDF et l'électricité solaire, 89% de moins. Ici, vous avez aussi le gaz pic, bon, qui a diminué. Bon, ça arrive. Le solaire thermique aussi a diminué de pas mal. J'arrive pas à voir les chiffres, c'est trop petit pour mes yeux maintenant. Et ici, vous voyez que toutes les énergies diminuent de façon considérable. Et bien sûr, ça c'est un exemple qui est intéressant. Donc, quel avenir pour les énergies renouvelables? Quel mix énergétique pour 2050, hein? Est-ce que 100% d'énergie renouvelable est possible? Donc, je vous dis, chez Negawatt, on en est certain. On peut même remplacer le thermique classique, le fossile et le nucléaire, le fissile. C'est pas difficile. Donc ici, la bonne nouvelle, regardez dans le monde. Vous voyez que le nucléaire, il est plutôt tendance à diminuer, même s'il y a une petite tendance à la relance dans les années 2010. Vous voyez qu'il descend. Pourquoi aux États-Unis, ils en arrêtent beaucoup, les Allemands en arrêtent. Et puis bon, nous on a arrêté Fessenheim, mais on vous jure, on le refera plus. Et vous voyez ce qui s'est passé, ça veut dire depuis 2015, le nucléaire produit moins que les renouvelables sur Terre. Hein, donc le nucléaire, c'est pas plus de 6% de la production électrique mondiale. C'est peanuts, sauf en France où on a un macro-climat ici. Donc là, vous connaissez l'Agence internationale sur l'énergie, c'est pas des écolos de base, hein, je vous rassure. Alors, ils ont vraiment viré leur fusil d'épaule. Hein. Je remets le petit chiffre des prix des renouvelables qui descendent. Ils annoncent qu'en 2050, avec RTE, réseau de transport d'électricité, donc il y a du poil d'arraché entre Enedis, EDF et RTE, parce que RTE est en contact avec les autres pays européens. Donc ils ont bien compris que les choses vont changer au niveau de la haute tension, de la distribution inter-pays. Donc ils ont fait un rapport, conditions et prérequis en matière de faisabilité technique pour un système électrique avec une forte proportion de renouvelables à l'horizon 2050. Et quand on lit la conclusion, ils disent clairement, en 2050, les réseaux électriques de RTE pourraient être à 100% de renouvelables. Vous voyez? Donc c'est pas ce que nous dit EDF, hein, par exemple. Donc c'est intéressant, il commence à y avoir du poil d'arraché dans le lobby. L'Agence internationale de l'énergie au niveau mondial, en 2050, alors c'est encore plus beau, vous voyez, en 2015, ils vous disaient, il y a ça d'hydro, il y a du fossile, il y a du charbon, c'est le noir, hein, bien sûr, etc. Il y avait de la biomasse en vert, 6%. Et vous voyez qu'ils annoncent en 2050, alors c'est l'Agence internationale de l'énergie, des gens très sérieux, hein.
Et ça fait pas drôle aux banques. Hein. Donc ils annoncent quoi? 69% de solaire photovoltaïque. Et c'est l'AEI. C'est pas, si c'était moi, vous pourriez rigoler. Mais là, c'est des gens sérieux en plus. Et l'énergie éolienne, 18%. L'hydro, bah, ça reste 3%. Géothermie, etc. Donc vous voyez que pour beaucoup, il est très possible d'avoir un scénario mondial entièrement renouvelable. C'est une question de volonté politique. Bien sûr, chez nous, elle sera dure. Et puis surtout, de travail. Donc après, je vous présente vite fait les renouvelables, parce qu'on a 10 minutes. J'ai encore combien? 10 minutes, docteur? Qui c'est qui peut me donner combien? Non, même pas. 5-10 minutes. Bon. Je vous fais un balayage rapide, mais je pourrais, ceux que ça intéresse, envoyer les slides là, de ce. Oui, donc 1 heure de questions. Donc je me servirai peut-être plus des photos si vous voulez revenir sur le biogaz, méthanisation. Donc je vous fais voir un petit cochon exotique là, avec les. Vous voyez que la France, plus gros faiseur de merde d'Europe, devant les Allemands. Ben, la plus grosse ferme agricole, c'est en France. Donc on a du biogaz à chier, c'est le cas de le dire. J'ai mis un cochon un peu exotique, ça change un peu de chez nous. Donc le biogaz, c'est quand même vachement bien. Hein. Donc on peut faire avec du gaz de déchets, on peut faire de la chaleur, on peut faire de la cogénération. C'est-à-dire que l'avenir est à la cogénération. C'est contrairement à ce que fait une centrale nucléaire, on fait beaucoup d'eau chaude pour un peu de courant. Quelle connerie. Et en plus, l'eau chaude, on la fait pas. Si on avait mis la centrale, ce qu'on avait dit à Giscard en 74, bah, faut mettre la centrale nucléaire à Paris, dans le trou des Halles. À l'époque, ils savaient pas quoi mettre, ils ont foutu la Fnac depuis. Mais après tout, tu avais la Seine pour refroidir, et tu chauffais tout Paris gratos, puisque c'est pas dangereux. Bah oui, parce que là, Flamanville, elle va chercher l'eau chaude. Et en plus, je te dis, il faut du débit. Hein. Donc ça coûte cher. Donc vous voyez qu'on peut faire avec ces petites installes. Alors, il ne faut pas voir du trop gros. On peut faire de l'électricité, chauffer des serres, du carburant pour les bus, etc., avec un partant d'exploitation agricole. Donc, vous voyez, les produits fermenticibles, il y en a beaucoup. Vous voyez que votre tonte de pelouse, par exemple, peut. Oui. Tu pourras évoquer éventuellement l'initiative qu'on avait eue sur oui. les pieux, oui. d'avoir la récupération des déchets agricoles Bien sûr. et des déchets ménagers. De tonnes de pelouse. Une subvention du Conseil régional à notre initiative à ce moment-là. Oui. On avait une subvention du district des Pieux et ça n'a pas été fait. Ah, c'est normal au Pieux. Pourquoi, comment? Parce qu'au Pieux, on se plante toujours. C'est bien. On faisait de la cogénération. Donc voilà. Donc un exemple. Ben oui, j'étais dans le coup. Et un exemple danois, qui font ça en gros, hein, parce que là, vous avez une coopérative agricole qui produit, qui vend à une coopérative de consommateurs qui fait de la cogène. Donc le bâtiment qui est là fait de l'électricité, qui revend aux consommateurs, et en plus, l'eau chaude chauffe le village. Bon, après, c'est. Alors en France, on peut faire un petit aussi. Vous voyez, un petit digesteur de 15 mètres cubes par jour pour une petite ferme normale. Donc l'intérieur d'un petit digesteur pour vous faire voir. Donc le biogaz, ça peut faire beaucoup de choses avec. Un petit mot sur la géothermie, en sachant, comme je vous disais, la vraie géothermie en Normandie, c'est compliqué. Il faut aller sous le massif armoricain, donc il faut faire 60 km de tranche de trou avant d'arriver à la chaleur. Puis il ne faut pas aller trop loin après. Hein. Donc c'est pas tellement utile chez nous. Ceci dit, la pompe à chaleur utilise la chaleur non pas du sous-sol, mais du soleil qui chauffe le sol. Donc ici, bien sûr, je passe vite fait. Donc vous voyez la carte de géothermie en Normandie. Donc il y a quelques zones qui pourraient être équipées, mais ne cherchez pas ici, c'est difficile. Donc la basse énergie, donc là c'est la pompe à chaleur classique qu'on retrouve. Donc la pompe à chaleur, elle a un COP, alors c'est pas un flic américain, qui va entre 2 et 7. C'est-à-dire les mauvais chauffe-eau thermodynamiques, sa mère, là, qu'on vous vend à pas cher, ont un rendement pas terrible pour vous faire de l'eau chaude, pour vous dire que vous avez une maison BBC RT 2012. Voilà, en gros. Donc vous voyez, le COP, il va de 2 à 7. Alors c'est le coefficient de performance. C'est-à-dire que quand vous avez 2 kWh de chaleur, vous en avez 1 d'électricité. Donc c'est pour vous dire. Donc quelques mots sur le bois énergie. Alors bien sûr en Normandie on n'a pas de forêt, mais on a, vous voyez, une machine à faire du copeau industriel. Mieux que le petit système où on met les bouts de branches un par un. Donc là on a des systèmes maintenant qui permettent de récupérer très rapidement ce que les agriculteurs coupent dans les champs et mettent un peu d'huile de vidange et quelques pneus dedans pour les brûler. Il pourrait y avoir un système de ramassage de ces déchets pour les transformer en copeaux qui pourraient chauffer beaucoup de gens.
Donc le bois énergie, en sachant que bien sûr on n'est pas dans une zone de forêt, mais qui peut être exploité. D'ailleurs, dans le Grenelle de l'environnement de 2006, on prévoyait qu'en 2020, avec autant de bois énergie, on pouvait chauffer de 5,7 millions de gens qui étaient chauffés en 2006 à 9 millions. Tout simplement en remplaçant les cheminées ouvertes dont le rendement est 15% maxi par des poêles à bois performants ou des systèmes, c'est le rendement qui compte. Hein. Parce qu'effectivement, on sait faire du bois énergie très sympa. Donc je passe vite. Une étude qui a été faite par l'association normande Biomasse sur la ressource en disant que chez nous, malgré le fait qu'on n'ait pas de forêt, si on exploitait réellement les haies qu'on devrait entretenir, ce qui motiverait peut-être les agriculteurs de les entretenir, c'est aussi que le prix du bois déchet soit valorisé, donc ça soit racheté à un minimum. Donc c'est ça l'idée. Donc je passe vite fait pour vous passer sur donc la ressource. Vous aurez les chiffres il y a même l'écorce en Normandie, vous voyez. Un paradoxe. Donc ici, les pouvoirs calorifiques, c'est pour vous expliquer par rapport au fuel, par exemple. Par exemple, un litre de fuel, c'est très énergétique. Hein. Le fuel, malheureusement, c'est son grande qualité, c'est 10 kWh par litre. Donc si vous voulez faire ça avec du granulé, c'est 4-6 kWh par kilo. Donc en gros, il faut le double de volume en granulé pour faire autant que du fuel. Donc, vous voyez. Par contre, si c'est des plaquettes, donc des copeaux, là, il en faut encore plus en volume. C'est le gros problème du bois énergie, c'est le volume du stockage. Donc voilà quelques infos. Un exemple d'une chaufferie dans le sud-Manche à Saint-Hilaire, dont j'ai l'honneur d'avoir été à l'origine. Comme ça, j'aurais laissé un souvenir dans le milieu inhospitalier. Le solaire thermique, là aussi, c'est assez extraordinaire. Hein. Moi, j'ai un chauffe-eau solaire qui fonctionne depuis 15 ans. C'est parfait. Quand j'arrête ma chaudière à bois l'hiver, quand la chaudière à bois et la caravane passent, comme aurait dit Coluche, et quand j'arrête la chaudière, à ce moment-là, le chauffe-eau solaire suffit à faire l'eau chaude pendant tout le printemps, été, automne. Et après, je remets la chaudière que quand il y a un mix des deux. Donc, ici, vous voyez que la France a un petit nombril, parce que forcément, on est en dessous de tout, comme d'hab, par rapport au nombre de solaires thermiques. Vous voyez, même l'Italie nous botte le derrière, forcément, ils ont plus de soleil, certes. Mais vous voyez, si on regarde ici, par habitant, en mètres carrés, donc vous voyez que dans le classement, la France, on n'est pas tout en bas, mais presque, on est aux 3/4 en bas, par mètre carré de capteurs solaires installés. Les Allemands, ils en ont à peu près 5 fois plus, quoi, par mètre carré par habitant, si on compare. Et c'est parce qu'il y a plus de soleil en Allemagne, hein, c'est bien connu. Donc le solaire, c'est génial. D'ailleurs, le soleil nous donne. Alors, vous voyez ces petits. J'aime bien ces petits dessins. Parce que le petit carré bleu, c'est ce que bouffe l'humanité en énergie totale, hein, thermique, électrique. Là, tous les ans, on bouffe ça. Mais on bouffe ça dans le carré de charbon, dans le carré de pétrole, dans le carré de gaz et d'uranium. Donc, on boulotte petit à petit les stocks. Et tous les ans, le soleil nous donne 11 250 fois ce que consomme l'humanité. Donc, si on valorisait le thermique et l'électrique en photovoltaïque, vous verriez qu'on est tout bon, comme disait Jacques, qu'il n'était pas forcément, surtout au début. Donc le solaire thermique, c'est un capteur tout simple qui permet de récupérer les calories. On peut faire même du plancher. Donc un exemple de suicide collectif par les installateurs. Comment se casser la gueule en mettant des panneaux. Bref. Les applications, il y en a, sont nombreuses. Hein. On peut faire bien sûr les capteurs plans, les capteurs sous vide. Bon, je passe un peu vite. On peut faire du plancher solaire combiné. On peut, par exemple, pour une maison, vous mettez 18 mètres carrés de capteurs plans et vous avez à peu près 35% du chauffage gratuit sur toute l'année. Et de l'eau chaude, bien sûr. Et 100% de l'eau chaude. Donc les capteurs plans, les capteurs sous vide qui ont un meilleur rendement, mais qui coûtent plus cher. Donc, vous voyez, les technologies. Vous voyez un exemple, c'est en Ille-et-Vilaine, des logements collectifs qui ont déjà 30% des besoins de chaleur du chauffage quand même. Donc il y a un petit complément, et c'est du copeaux. Donc le bonheur. Les hôtels, ça doit être obligatoire. Les hôpitaux, vous vous rendez compte. On peut faire des piscines solaires avec de la moquette solaire, ça coûte pas cher. C'est parce que c'est trop idiot de mettre de l'électricité pour chauffer une piscine, c'est immoral même. Enfin, bon, on peut même faire du froid. Hein. Pour la Réunion, par exemple, on peut faire le chaud et du froid. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait du froid dans l'industrie. On fait de l'eau glacée avec de la chaleur. Donc, le photovoltaïque, c'est un truc qui me plaît bien aussi. Donc, avec 1 kW de panneaux solaires, vous produisez un peu plus de 1000 kWh par an ici en Normandie. Donc, 3 kW, c'est à peu près 18 mètres carrés de capteurs. Donc, c'est pas très grand, vous voyez.
Un exemple pour vous montrer que ceux qui disent qu'il faudrait couvrir la France de panneaux solaires pour arriver à produire tout ce qu'on consomme en électricité, là je vous fais voir un petit exemple assez marrant. Ici, on a pris la consommation électrique du monde, c'est-à-dire on est à 24 255 TWh d'électricité, tous les pays qui ont la chance d'avoir des centrales électriques, hein, bien sûr. Donc si on voulait faire tout en solaire en France, en sachant qu'un panneau c'est 0,18 kW crête par mètre carré, donc combien pour faire 25 255 TWh, vous divisez 25 255 10 puissance 9 divisé par 180 kWh, et vous obtenez 134 000 km², soit une centrale de 367 par 367 km de panneaux côte à côte. Donc elle tiendrait en France et on alimenterait l'électricité mondiale. Bien sûr, il n'y aurait que de l'électricité que quand il fait jour en France. Et en plus, si tu raccordes tout le monde, il y aura des pertes en ligne. C'est pas une très bonne solution. Mais sachez que si on mettait 10% des toits disponibles en France équipés de capteurs solaires, on produirait l'équivalent, en sachant bien sûr qu'on ne fait pas de solaire la nuit, ça c'est sûr. La fameuse intermittence, vous savez, les nucléocrates n'aiment pas l'intermittence du spectacle, comme si les centrales nucléaires n'étaient pas intermittentes. Donc le solaire photovoltaïque en Europe, vous voyez qu'en Allemagne, il y a 532 watts par tête de pipe, et en France, où est-ce qu'on est passé? On n'est pas en Estonie quand même. En France, on a 120. Vous voyez, encore une fois, comme par hasard, on n'est pas ce qu'il faut. Et ce qui est bien avec le photovoltaïque, vous voyez que ça produit du courant au moment où le pays consomme le plus. Alors c'est vrai que quand vous êtes chez vous, vos panneaux solaires, ils produisent quand vous êtes allé bosser comme un couillon. C'est dommage. Mais si on réfléchit en énergie, l'énergie que vos panneaux vont produire dans le réseau, ça va être pour alimenter la petite entreprise ou les entreprises locales. Donc si vous voulez, l'énergie est vraiment utilisée au moment où on en a besoin. Donc quelques mots pour flinguer les conneries qu'on entend. Le photovoltaïque ne récupère pas, vous savez, le bilan carbone est mauvais, il faut attendre retour monstrueux, toutes les conneries que vous allez entendre. Il faut en gros un an et demi pour que le panneau rembourse sa dette énergétique, et le CO2 c'est 40 grammes. Donc effectivement, alors je vous ai fait un exemple pour vous montrer la complexité. Si on regarde la France, 0,09 kg de CO2, on est très bon avec notre nucléaire, cocorico. N'oubliez pas que l'hiver, c'est le 0,18, c'est plus 0,09, c'est le double, déjà, avec le gaz et le charbon. Les Chinois, c'est des plus nuls, donc 0,79 kg de CO2 par kilowatt électrique. Donc si on voulait un kilo de panneaux solaires fabriqués en France et installés en Chine, ça serait bien, ça se saurait, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc la fabrication, il faut 2500 kWh d'énergie pour faire 1 kW de panneaux solaires. Multiplié par 0,09, 225 kilos de CO2. Si on le fait tourner en Chine, en moyenne, on est à 1400 kWh par an, on est à 1106 kilos. Donc le temps de retour de nos panneaux français mis en Chine, c'est 2,4 mois. C'est génial. Une centrale nucléaire, je serais curieux d'avoir le vrai calcul. Par contre, quand on achète des panneaux solaires en Chine et qu'on installe en France, qui est plutôt un peu la tradition, hélas, qu'on fait le même calcul, mais vous voyez que pour les fabriquer, il faut 1975 kg. Et du coup, en France, on est à 1000 kWh, on ne gagne que 90 kg. Donc il faut 22 ans du coup. Beaucoup moins sexy. Mais les Chinois qui sont tous sauf couillons, les fabricants, qu'est-ce qu'ils font qui fabriquent des panneaux solaires? Qu'est-ce qu'ils mettent sur le toit de l'usine, à votre avis? Des panneaux solaires, surtout qu'ils ont à des prix intéressants, comme ils les fabriquent. Et du coup, ils peuvent garantir maintenant que leurs panneaux solaires sont à 98% faits avec sans CO2, puisque c'est fait avec leurs panneaux. Donc vous voyez qu'on achète des panneaux solaires qui ont un bilan carbone qui n'est pas celui du bilan carbone chinois, du coup, ce qui permet de, y répondre à l'argument. Alors le recyclage des panneaux, il y a une légende qui existe qui dit que ça ne se recycle pas. Il y a une usine qui existe depuis un petit moment, depuis 2017, qui est dans le Rhône, en 2012, parce que ça vient de la directive européenne des D3E. Et vous savez, depuis le temps où maintenant, quand vous allez dans un supermarché, vous pouvez mettre vos batteries, vos piles, vos lampes usagées. C'est pas les supermarchés, c'est parce que vous payez la taxe qui fait qu'on les retransporte pour les recycler. Les panneaux solaires, le gros avantage, c'est que quand on démonte un panneau solaire, le matériau qu'on récupère apporte plus que ça coûte de le faire. Donc c'est rentable déjà. Mais il y a une petite subvention, un petit prélèvement qui est en plus, de façon à organiser le fait que les panneaux
Par exemple, dans la Manche, vous tapez sur PVSIC, vous verrez que localement, vous avez des gens qui récupèrent des panneaux usagés. Et quand ils mettent ça dans un container, quand le container est plein, ils appellent le PVSIC et ils renvoient un container vide et l'autre, il part directement à l'usine se faire recycler. Veolia, il n'y en a qu'une en France. Mais vu le peu de panneaux qu'on fabrique, je peux vous rassurer, ça suffit largement. Donc l'analyse du cycle photovoltaïque est quand même très bon. Donc recyclage des panneaux, vous avez tous les arguments, tout ce qu'on récupère. Donc on récupère, on atteint 94%, c'est l'un des meilleurs recyclages qui existent. Donc ceux qui vous disent qu'il y a des métaux rares, etc., c'est aussi. Donc les différents types de silicium, je passe vite fait comment on fabrique les panneaux, pour retirer sur les. Alors c'est le même silicium qu'on utilise dans vos ordinateurs, comment on fabrique des cellules. Donc je vous fais voir tout ça en détail, bien sûr. Tous les systèmes qui peuvent exister. Alors l'avenir est à ce genre d'installation. Vous aurez ce qu'on appelle des smart grids ou micro-grids, c'est-à-dire des réseaux mixtes, indépendants, interconnectés les uns aux autres, avec production du solaire, de l'éolien. Les maisons produiront, vous voyez, les maisons seront à la fois consommateurs et producteurs. On sera des consommateurs, j'aime bien, etc. Et on pourra mettre différents systèmes de façon. Ce qu'on peut faire déjà sur les îles, mais voilà, ce qui n'est pas fait. Donc je vous passe sur le petit mot sur l'hydroélectricité. Je ne vais pas en parler très peu, à part pour montrer qu'il existe des solutions. Parce que pour l'instant, l'hydroélectricité, c'est encore pire que tout le reste. On ne peut pas avancer puisqu'on est en train de détruire les barrages. Mais juste pour vous montrer que ça fonctionne bien et qu'on peut faire du fil de l'eau. Maintenant, il y a des solutions techniques qui évitent de faire les fameux barrages. Donc juste pour faire le calcul, la puissance que vous pouvez récupérer, c'est 7 fois la hauteur d'eau de la chute multipliée par le débit en mètres secondes. Donc vous voyez, ça fait vite des kilowattheures. Ça produit plus que le vent, l'eau. Donc vous voyez la procédure. Comment faire? Vous voyez, si vous voulez monter une microcentrale, c'est la procédure administrative. Voilà. Et alors l'idée, c'est d'avoir un moulin avec un droit d'eau historique. C'est-à-dire en 89, les révolutionnaires ont oublié de retirer les droits d'eau aux nobles. Donc du coup, c'est toujours un droit avant 1789. Si vous avez un barrage historique, on ne peut pas vous en empêcher. Sinon, c'est 1909. Sinon, maintenant, c'est procédure pour 10 ans. Donc ce qu'on fait beaucoup maintenant, c'est des steppes. Vous voyez, au-dessus des barrages, alors c'est pas la Russie, les steppes, on pompe de l'eau quand elle est gratuite, quand elle est abondante, et ça nous permet de pomper l'eau dans le lac, et on turbine quand le courant est pas cher. Mais voilà, il est cher plutôt. Donc on pompe quand c'est pas cher et on turbine. Oui, parce que c'est des alternateurs, donc ils peuvent servir de pompe ou bien de turbine. Donc soit ils montent l'eau quand le courant vaut rien, et ils le turbinent quand c'est en point. Alors vous montrer ce qu'on peut faire comme horreur, le fameux barrage des Trois Gorges en Chine, 85 TWh, ça fait pas mal de PR, c'est du délire. Sans compter les risques sismiques qu'ils risquent d'avoir quand tout sera bien rempli, parce qu'on a des milliards de tonnes de masse qui se rajoutent, c'est un peu compliqué. Et à droite, je vous fais voir ce qu'on a déjà installé, des picots hydrauliques de 120 watts. Ça, 120 watts. Alors 120 watts, vous alimentez une maison de façon autonome, parce que 120 watts, c'est 24 sur 24. Donc avec un peu de batterie, vous avez une maison autonome. Et ça existe, là, c'est dans beaucoup de pays, là, au Tibet, etc. Ils ont beaucoup de ces petites centrales bricolées, et entre les rizières, là où il y a du bruit, au Tonkin, comme on disait, mais c'est plus ça, c'est le Vietnam. Donc à chaque rizière, en fait, chaque village est alimenté par une petite turbine. Et là, je vous fais voir des petits modèles qui existent. Ça vaut 3 000 €, et ça vous fait l'autonomie énergétique. Alors il suffit d'avoir 10 litres seconde et 1,40 m de chute. C'est vous dire. Donc l'éolien, vous voyez, la vue qu'on voit avec les fermes d'éoliennes, donc vous voyez ces horreurs qu'on voit dans l'eau. Et puis là, c'est la vue avec l'énergie fossile. C'est pas mal. Ça résume bien la situation. Donc l'éolien terrestre, bon, je vous en parle, des meilleurs. Alors bien sûr, encore une fois, vous voyez l'Allemagne, je ne sais pas si vous voyez la quantité d'éolien, l'Espagne, l'Angleterre, vous voyez que l'Angleterre, qui il y a 10 ans, il n'y avait pas un poil d'éolienne, ils nous ont torpillés là, en quelques années. Mais ils achètent un EPR quand même, c'est ça qui est aberrant, mais bon, à mon avis, ils en ont pas besoin. C'est British Energy, une succursale d'EDF qui achète à EDF. Bien sûr, voilà. Donc Oui, bon, donc j'arrête là-dessus. Donc il y en a plein d'autres sur l'éolien offshore, sur toutes les conneries qu'on entend sur l'éolien. Si on veut en discuter, j'ai les arguments. Donc on va conclure là-dessus avec des questions. C'est ça l'idée.
Donc voilà. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te rapprocher un petit peu pour que vous soyez tous un peu la caméra? Et on n'est pas photo-hygiénique aussi. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. Là, j'ai déjà une première question, deux questions très rapides parce que ça me fascine. La première, c'est par rapport aux microsteps. Oui. Donc, est-ce que les microsteps sont faisables et est-ce que c'est avec de l'eau ou plutôt avec des toits que c'est faisable, ou est-ce que, et du coup, qui serait plus local, ou est-ce que c'est irréalisable en l'état actuel ou à moyen terme? Ça, c'est ma première question. Oui. La deuxième question, alors les microsteps, c'est comme les steps, mais en plus petit et plus local. Oui. La deuxième question que j'aurais, c'est par rapport au Cotentin, pour revenir au Cotentin, est-ce qu'il y a des projets qui pourraient être réalisables et employer des personnes qui souhaiteraient continuer à vivre ici et sortir de la mono-industrie du nucléaire? Oui, alors pour la première question sur les microsteps, oui, ça fonctionne, sauf que c'est pas développé, bien sûr. Je vous ai fait voir une microturbine, on peut faire de la micro-gazéification aussi, de la micro-méthanisation. Avec vos déchets ménagers, vous pouvez aussi faire un peu de méthane pour faire chauffer vos nouilles. Ça suffit, par exemple. Donc il y a plein de solutions potentielles et possibles sur ces micro-stations. Et concernant tout ce qu'on pourrait faire en Normandie, on peut être absolument autonome dans le Cotentin avec les parcs offshore qui sont prévus. C'est bien pour ça que ça ne se développe pas, parce qu'on a déjà des couloirs de ligne pas mal. Si en plus on mettait des parcs offshore importants, on aurait besoin d'évacuer un peu de courant éolien aussi, parce qu'on a déjà une surcapacité électrique. On se shoot au courant ici, puisqu'on l'exporte. Donc vous voyez qu'en quantité d'énergie, si on développait l'éolien et le solaire en parallèle, on aurait de quoi être alimenté à 100% de renouvelables dans le Cotentin, sans aucun problème. Ça, alors qu'on travaille à l'échelle des microgrids locales ou qu'on raisonne sur le département ou la région. On peut le faire. Ça, c'est... Oui, par rapport au Danemark, oui, que tu as cité, et qui est souvent cité d'ailleurs en exemple pour les renouvelables, etc. Mais en même temps, moi il me semble, et c'était un peu montré dans les entreprises, oui, c'est aussi un modèle agricole qui est quand même contestable. Oui. Parce que c'est des usines à cochons dégueulasses. Oui. Bon, donc, on peut aussi faire effectivement du renouvelable avec des systèmes. On pourrait tirer aussi l'analogie avec la région Bretagne. Hein, oui. il y a un système agroalimentaire délirant qu'on critique par ailleurs, oui, mais qui pourrait produire des énergies renouvelables. Bon. Oui. Et la deuxième chose, sur l'éolien, alors ce qui nous gêne un petit peu, c'est que d'emblée, toute critique de l'éolien est assimilée à des conneries. Bon. Mais bon, peu importe, je vais bien passer pour le coup de service, c'est pas bien grave. Moi, il me semble qu'il y a des critiques qui peuvent être aussi recevables, je dirais, de la part des gens. Bien sûr. Il y a effectivement de tout. Il y a une telle confusion dans ce débat. Oui. Moi, je suis allé à Sainte-Mère-Église, c'était atterrant. Il y a eu un type qui est venu, qui a écrit le livre noir de l'éolien. En même temps, c'est un pro nucléaire avec des ballons. Mais il y a d'autres endroits où, je ne sais pas, dans l'Aveyron, les copains qui se battent contre les éoliens, parce que c'est des éoliens partout. Donc il y a peut-être des manières de concevoir aussi, je dirais, l'éolien, c'est l'implantation, etc. Oui. Sur les pêcheurs, moi je ne sais pas trop qu'en penser. Bon, je ne suis pas pêcheur. Il y a les pêcheurs, ils ont discuté plutôt contre. Alors bon, c'est vrai que le Front National s'est mis souffler dans les voiles, il y en a plus. Le mouvement, etc. Mais bon, peut-être qu'ils sont les seuls à soutenir les pêcheurs. Je ne sais pas vraiment qu'en penser. Je sais que par exemple dans le golfe du Mexique, il y a des communautés indigènes qui se battent contre des trucs offshore. Parce qu'elles prétendent, elles disent, et j'ai pas de raison d'invalider leur point de vue,
que c'est quand même préjudiciable à leur pêche, une pêche artisanale, etc. Okay. Donc voilà, j'aimerais avoir ton avis. Oui. Nuancé. Je n'ai pas fait de la nuance puisque je voulais aller vite. Donc. Oui. Est-ce que tu peux répéter rapidement la question parce qu'on n'entend pas sur Facebook. Ah oui, pardon. Donc la première question, c'est le côté industriel de la méthanisation, par exemple le modèle breton où on va faire avec des algues vertes de la méthanisation, ça c'est le summum. On fait des nitrates et les nitrates font les algues vertes et on va reméthaniser les algues pour refaire soi-disant, enfin c'est n'importe quoi. Donc effectivement, nous on soutient un modèle de développement, c'est pour ça que je parlais de la micro-méthanisation. Il y a des systèmes qui sont adaptés et ça marche encore mieux avec du paillage, c'est-à-dire du fumier traditionnel et sur des petites fermes, des petites exploitations. On a toujours soutenu, enfin au niveau des associations, on a toujours soutenu les petits modèles. Sauf que qu'est-ce qu'on fait en France? On aime bien le gros système industriel, les 1000 vaches et compagnie. Et là, je suis d'accord avec toi. Bien sûr, on va faire plein d'énergie, mais pourquoi faire? À la fin, on ne fait plus des vaches pour faire du lait, mais pour faire du gaz. Ça devient pervers, quoi. Effectivement, le problème, c'est qu'on se bat contre ça en plus en France. Bon, c'est vrai qu'au Danemark, je suis d'accord avec toi, ils sont adaptés à leur système agricole qui était producteur de grandes quantités de méthanisation. Bon, maintenant, si on veut changer le système agricole, on peut continuer d'utiliser, enfin, ils seront moins grands du coup, mais on va mieux décentraliser et on peut aussi bien gérer la quantité d'énergie disponible. De toute façon, il restera du fumier, il restera... Alors, effectivement, il y en aura moins. Et en plus, n'oubliez pas que le lisier de cochon, c'est l'un des trucs les moins méthanisables. Au mieux de la tombe d'herbe pour méthaniser que du lisier. Contrairement à l'idée reçue, c'est pas un très bon produit. Donc, vous voyez, au niveau de la méthanisation, il y a des réponses. Alors, sur l'éolien, il y avait autre chose aussi sur le... Non, l'éolien offshore, effectivement. Enfin, l'éolien plutôt terrestre, avec la critique qu'il peut y avoir. Alors, moi, je travaille beaucoup avec des associations qui s'appellent Énergie Partagée, où c'est les citoyens qui investissent sur des projets éoliens qui, du coup, ne sont pas flingués. Pourquoi? Parce que c'est leur projet aux gens, localement. Vous voyez, la grosse différence, c'est qu'on dit, maintenant, les anti-éoliens disent l'éolien industriel. C'est un gros mot. Comme si une entreprise, quand elle s'installe, c'est industriel. Mais là, ça va, mais parce que c'est éolien, c'est pour beau. Mais la seule solution pour contrer tous ces mouvements, c'est bien que les citoyens s'emparent de l'énergie et donc créent des coopératives et on décide où on met les éoliennes de la façon dont elles fonctionnent. Quand tu vas en Hollande, par exemple, tu vas voir des fermes éoliennes qui sont au milieu des fermes. Et l'agriculteur du coin, il a la clé de la machine, puisqu'il a investi aussi dans l'éolienne. Vous voyez, c'est ça la grosse différence. Alors que chez nous, on nous installe des éoliennes. Pas forcément... Il y a des endroits où ça mérite d'être discuté. Je sais qu'en Bretagne, il y a dans des baies où ça discute fort. Donc il faudrait là aussi que les projets éoliens soient vraiment citoyens, collaboratifs. C'est le seul moyen d'y arriver. Parce que là, avec les lobbies qui en plus manipulent tout ça par derrière, effectivement. Alors les pêcheurs, là, c'est la femme. Moi, je m'étais battu pour faire venir les pêcheurs de Granville au Danemark. Parce que là-bas, il y a des pêcheurs qui sont des caseilleurs comme eux et des petits chalutiers. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Danois? Ils ont dit, mais les éoliennes, pour nous, c'est que du bonheur. Pourquoi? Parce qu'on a fait des enrochements, donc on a créé des endroits pour mettre des casiers, tout simplement, qu'il n'y en avait pas, parce qu'en mer, t'as pas et grand-chose. De l'aquaculture. Et de l'aquaculture. Et en plus, donc, les autres, ils chalutent en tournant autour, puisque les poissons viennent bouffer ce qu'il y a au pied des éoliennes. Et en plus, les pêcheurs danois, ils ont mis des systèmes pour garer leurs bateaux sur le pied des éoliennes, pour pouvoir mettre leur casier. Et en plus, ils transportent les techniciens, les touristes, et ils ont investi, les coopératives de pêche là-bas ont investi dans les parcs éoliens. Donc les nôtres de pêcheurs, ils refusent alors que c'est le même type de pêche. Donc là encore, il y a beaucoup de manipulations. On vous dit, attends, les éoliennes offshore feraient du bruit. Tu as déjà mis un micro dans l'eau, tu verras le bruit qu'il y a, c'est vrai, il est énorme, mais c'est plutôt les moteurs de bateau. Hein. Les éoliennes ne font pas de vibration, parce qu'une éolienne, ça n'aime pas la vibration. Donc c'est des légendes, les infrasons, les conneries qu'on entend. Tout ça, c'est du bidon. Il y a une telle quantité de fausses informations qui circulent sur l'éolien que les gens sont remontés d'office. Il suffit de quelques gens intelligents qui les mettent face à des gens qui investissent. Bon, donc le meilleur moyen, c'est encore de faire du collectif et que les gens, les citoyens, se prennent en charge sur leur territoire en disant où est-ce qu'on met du solaire, de l'éolien, et on y participe. C'est ça, je crois, l'avenir. Si on en a un, c'est mal parti. Je me permets d'intervenir là-dessus. Et le problème, j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans mon intervention, mais c'est le centralisme français. Oui, c'est ça.
Et donc, on a une démocratie dite représentative. On a vu ce que ça donne aujourd'hui, la représentation. 25 à 30% de gens qui votent pour les élections locales ou régionales. Par contre, on peut supposer qu'il y en aura beaucoup pour le chef. On va voir le bon chef plutôt que le mauvais chef. Et à chaque fois, on vote contre, on vote pas pour un certain nombre de choses. Hein. Bon, donc ça, c'est un système. J'avais un grand-père qui m'avait dit quand j'étais gamin, regarde le fronton d'Améry, c'était aux Andelys, dans l'Eure, où il habitait, où il était agriculteur. Il dit, regarde, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais regarde bien entre les mots, il y a un point. Eh ben, c'est liberté, point, c'est égalité, point, et c'est fraternité, point. C'est-à-dire qu'on a une conception par en haut et non pas par en bas. Si on veut absolument que les gens participent, soient démystifiés par ce système, eh bien, ça suppose que la liberté, ça s'exerce localement, l'égalité aussi, et la fraternité. C'est-à-dire que si on veut décider d'installer, on fait des choix énergétiques, on les met en place. Mais si on les met en place sans les personnes, eh bien, ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est cela le fond de la question aujourd'hui dans notre société française. C'est qu'on fonctionne toujours avec ce bonapartisme toujours en place. Hein. Oui, que vous voulez dire? Oui, bonjour, j'ai non pas une question, mais je voudrais avoir votre avis. Tout à l'heure, vous avez parlé du rat blanchard. Oui. Et justement, je voudrais connaître votre point de vue donc, sur l'utilisation des courants, parce qu'on a quand même les meilleurs courants d'Europe, si j'ai bien compris. C'est ça. Enfin, à ce que l'on dit. Je sais qu'il y a une étude de menée, mais qui, si j'ai bien compris aussi, était quasiment entourée dès le départ. On savait qu'elle n'allait pas déboucher sur une solution, parce que moi j'ai entendu dire qu'en Écosse, il y a cette solution donc d'utiliser la force un peu marémotrice et des courants qui fonctionnent. Donc, quel est votre avis là-dessus et qu'est-ce qui empêche qu'on ne teste pas ici au Ramblanchard de manière sérieuse, si c'est effectivement le lobby nucléaire plus proche pour l'empêcher. J'espère que je suis claire dans mon questionnement. Oui, justement, tu as répondu à ta question et moi, la réalité... Ah oui, pardon. Donc la question, c'est par rapport aux hydroliennes qui pourraient exister en quantité dans le raz Blanchard, parce qu'on a la chance dans le Cotentin d'avoir le plus fort courant d'Europe, qui pourrait être exploité avec des hydroliennes, effectivement. Bon, et qu'on sait faire la technologie, puisque en Écosse, effectivement, ils en installent. En Angleterre, ils en installent. Hein. C'est des pays qui avancent beaucoup sur ces sujets. Et dans les Abers bretons. Et dans les Abers bretons, puisqu'il y a une hydrolienne qui a été mise en place, qui est fabriquée à Brest. Donc mais il faut dire qu'ils ont un peu moins de pression nucléaire en Bretagne que nous. Ils ont plus de cochons, mais moins de centrales. Donc, ce qui explique, mais effectivement, le raz Blanchard, c'est un site qui devrait être utilisé, puisqu'en plus, là où il y a de tels courants, on ne va pas perturber la faune et la flore qui existent quasiment. Donc, ça se construit avec des machines assez légères qui tournent lentement, et donc avec une production qui est très régulière, puisque l'étiage est très rapide. Donc, c'est vraiment du gâchis de ne pas l'utiliser. Mais imaginez que si on avait la puissance de l'EPR dans le raz Blanchard, enfin, si on l'exploitait vraiment, une partie, où est-ce qu'on évacue l'électricité vu qu'il y a déjà Flamanville? Clairement, oui, il y a un problème, c'est que ici, il faudrait qu'on évacue encore plus d'énergie et on envoie les 3/4 de ce qu'on produit en Bretagne, Pays de Loire, Paris, hein, tout notre courant. C'est pas avec, non, c'est sans le nucléaire. Le problème du Cotentin, je ne sais pas si tu vois, on pourrait être que des éoliennes offshore, il peut y en avoir une grosse quantité, et plus rien que ça. Oui. Oui. Moi, je voudrais... Oui, ma question porte sur le solaire thermique. Oui. Donc, elle est toute simple, c'est pourquoi, à votre avis, le solaire thermique s'est si peu développé? Après avoir connu son âge d'or, oui. au début des années oui, tout à fait. Deuxième choc
Donc pourquoi c'est si peu développé alors que le photovoltaïque est bien développé? Et ce qu'il faudrait faire pour développer? Oui, c'est une bonne question. Déjà, il faudrait avoir le prix des panneaux. Ah oui, pardon. La question concerne cette fois le solaire thermique. Donc effectivement, on se rend compte que ça ne s'est pas développé malgré le lancement C'était la première renouvelable qui avait été lancée dans les années 80, hein, donc qui a été relancée au moment où il y a eu le Calisol, la fameuse formation pour les artisans. Qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'avance pas sur le sujet? Enfin, surtout en France, mais il y a d'autres pays, vous voyez que ça avance mieux. Déjà, le problème, c'est qu'on a des chauffe-eau électriques, ça vaut quasiment rien. Le chauffe-eau thermodynamique qu'on met comme une solution, ça vaut pas très cher non plus. Ceci dit, ça vaut pas du tout cher parce qu'à mon avis, ça durera pas longtemps. Donc c'est vrai qu'investir dans un chauffe-eau solaire, c'est beaucoup plus important. Donc c'est un coût plus important. Et en plus, en France, comme on en vend peu, c'est très cher. C'est aussi ça. C'est-à-dire que les artisans, un chauffe-eau solaire thermique en Allemagne de la même marque, puisque c'est les mêmes produits, malheureusement, c'est pas nous qui les fabriquons maintenant. À Giordano, c'est un peu fini tout ça, du temps où on était des fabricants d'ailleurs, etc. Donc les panneaux, mais je peux vous dire qu'il existe des panneaux solaires dont le coût de production arrive à des prix très intéressants. Par exemple, en Tunisie, il y a un ancien de Giordano qui s'est installé, qui fabrique des ballons solaires et des capteurs, ou avec des émails allemands, donc avec le label Kermark allemand. Donc on a des produits qui vont arriver à des prix qui seront à peu près 50% moins chers que ce qu'on a. Mais en France, il y a, comme qui dirait, un petit blocage sur le sujet. Donc je ne désespère pas de pouvoir faire venir ce matériel rapidement dans l'avenir. Donc là, on aura des produits de haute qualité et à des prix 3 fois moins chers à peu près. Il reste la pause, bien sûr. Pardon. Moi, c'est pas une question, c'est une observation plutôt qui rejoint tout ce que vous avez dit. Tu vas primo avec la concentration, et c'est vrai, le problème, il est là, c'est que l'énergie, ça donne le pouvoir, et qui a un pouvoir tout de suite, c'est le capital. Oui. Et il faut absolument tout déconcentrer, parce que si notre énergie n'était pas concentrée en production, l'État perdrait le pouvoir de contrôle qu'il a sur les prix et l'utilisation de tout ça. Alors qu'on sait très bien que tout le monde ne peut pas se créer sa petite autonomie. Nous, on fait partie d'un groupe où on a un endroit qui est en autonomie énergétique, mais qui est en train de se la créer. Alors, comme tu le disais, par échange, par solidarité, il y a des groupes qui peuvent se créer comme ça, et on n'a pas besoin de champs d'éoliennes énormes, parce que ça, c'est de l'industrialisation, et personne ne est complètement opposé à ça. C'est énorme, et c'est ce qui nécessite aussi toutes ces grandes lignes PHT contre lesquelles je suis 21 qui luttent contre ça. Et c'est vraiment du transport d'électricité dont on n'a pas besoin, on vient de le trouver, le tout ça, ça fait. Les 2 centrales ont été à l'arrêt presque 2 ans, on n'a jamais manqué d'électricité, donc il faut arrêter de rigoler. Il y a même une ligne qui est prévue pour 320 000 volts envoyée en Angleterre à travers la Manche. En fait, ce qu'on veut, c'est ne pas Mais on n'a pas assez d'électricité. Donc il faut que ça fasse le tour de l'Europe, et pour le fric, en fait, c'est uniquement ça. Donc il faut arrêter. À partir de Siouville, pour être clair. Développer le plus possible la localisation de la production par rapport à nos besoins locaux. Juste qu'on dit manger bio local, c'est ça. L'énergie, quoi. Tu prêches à un convaincu en 2 mots pour l'instant. Oui, en fait, il y a la décentralisation qui est nécessaire. Premier point. Deuxième chose, mais la décentralisation doit se compléter par la déconcentration du pouvoir. Et la déconcentration du pouvoir, ça signifie que c'est les producteurs eux-mêmes, les consommateurs ou usagers, et éventuellement les voisins des unités de production, de se réunir et de décider de ce dont ils sont. C'est ça la démocratie. C'est ça l'avenir de l'énergie. C'est ça, et c'est aussi le moyen peut-être de faire en sorte quelque chose que les citoyens peuvent se réapproprier. Pourquoi, j'y reviens, pourquoi aujourd'hui y a-t-il seulement 25 à 30% des gens qui vont voter? Ça sert à rien, disent-ils. Et donc, pour que ça serve à quelque chose, il faut qu'on décide. Et il est évident qu'on ne décidera jamais avec le nucléaire, compte tenu de sa dangerosité et de son caractère militaire. Jamais. Et par contre, les énergies éoliennes sont plus faciles à décentraliser,
ou les autres énergies renouvelables, à décentraliser, à rendre les gens beaucoup plus autonomes, individuellement ou collectivement. Et bien sûr, ça suppose un autre système. Aujourd'hui, on est dans un système au niveau mondial qui n'est pas seulement le capitalisme privé, mais qui est aussi le capitalisme d'État. Qu'est-ce que c'est qu'EDF? Demandez à un travailleur d'EDF s'il a participé aux décisions de son entreprise. Demandez au consommateur d'EDF s'il a décidé qu'il fallait utiliser du nucléaire et qu'il fallait construire l'EPR. À aucun moment. Mais à partir du moment où les gens auront la possibilité de participer aux choix, aux décisions, à la façon de faire, où ils ne demanderont pas à une entreprise d'État en France ou en Chine. N'oubliez pas qu'à Hinkley Point, ce sont des entreprises chinoises qui sont en train de construire, avec les succès sans doute, comme on a vu dernièrement, mais sachez quand même que Taishan, il y a quand même 2 réacteurs qui fonctionnaient grâce à EDF, et il y a un nouveau réacteur en fonctionnement, l'EPR, et qui fonctionne avec des gainages qui sont exactement les mêmes que ceux que l'on prévoit sur l'EPR de Flamanville. Donc il n'y a pas aujourd'hui au niveau mondial une véritable concurrence entre le capitalisme privé et le capitalisme d'État, comme on le croyait jusqu'à maintenant. Il peut y avoir quand même une vie commune entre les deux. Qui vous dit que si on construit de nouveaux EPR en France, on ne demandera pas aux entreprises chinoises de venir? Et n'oubliez pas, excusez-moi, je suis un ancien prof d'histoire, en 1920, Lénine disait aux bolcheviks, nous ne sommes pas en train de faire du socialisme, nous faisons du capitalisme d'État. Ben, on est en plein dedans. Tout à fait. Juste pour corroborer, pour revenir à la décentralisation, désolé, mais c'est vrai que c'est fondamental. Moi, je vais tous les ans à un symposium qui est organisé dans différents pays sur les microgrids, smart grids. Et ça se développe à une vitesse extraordinaire, dont des peuples premiers qui l'utilisent. Par exemple, je suis allé au Chili voir dans l'Atacama le fameux désert où il fait chaud, pas bon pour les bêtes grasses. Dans ce désert-là, l'université de Santiago, pour les Indiens qui habitaient dans les hauteurs, là, ils avaient des groupes électrogènes, ça leur coûtait très cher parce que le carburant, il faut le trimballer, ça coûte... bon, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils tournaient à peine 1 heure par jour. Ils leur ont mis des panneaux solaires, une petite éolienne, et ils gèrent l'énergie. Ils ont été formés sur un minimum de choses qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tu vois, les gens t'invitent chez eux à voir. Ils ont des petites LED, là, une espèce de pendule. Quand c'est vert, on peut consommer. Quand c'est orange, on commence à faire attention. Et si c'est rouge, attention, on va avoir démarré le groupe. La première année, le groupe a tourné que 10 heures. La deuxième année, ils l'ont démonté. Ils ont fait... Ça, c'est du réseau intelligent. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont intelligents. Vous voyez, alors chez nous, si on met des petites lettres chez les gens, ça ne va pas faire rire personne. Mais vous voyez qu'il y a un vrai réseau intelligent, c'est aussi l'accord des citoyens. Et le plus drôle, c'est que le maire du petit village nous faisait, enfin l'équivalent du maire, nous faisait une explication du système, nous faisait visiter, c'était leur énergie. Et comment le faire? Et du coup, ils se sont dit, bah, pour le chauffer l'eau chaude, on amène des petites bouteilles de gaz, c'est pareil, qu'on se coltine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué des capteurs solaires thermiques. Et depuis, ils sont à 99% autonomes en énergie. Donc vous voyez qu'un petit village, paumé du monde, il a fait son énergie, enfin aidé en l'occurrence par l'université. Mais on voit bien au Canada, ça se développe dans tous les pays du monde, ça. Sauf où? En France. À Nice, il y a Nice Grid, fait par EDF. Donc en fait, ils font causer des panneaux solaires qui produisent à des... Donc ils ont fait un petit glouglou avec les élus, mais qu'est-ce que fait le citoyen? Il décide rien. Bon, il ne sait même pas que ça existe. Donc, si on n'implique pas les gens dans l'énergie, on doit se réapproprier l'énergie. Quand tu vas en Autriche et que tu vois dans les écoles, les gamins, ils parlent d'énergie, ils savent ce que c'est qu'un kilowattheure, ils s'impliquent. Mais en France, bah, déjà que la formation, elle est de plus en plus light, j'ai l'impression, mais on n'a pas de culture technique minimum. Il ne s'agit pas de faire de tout le monde des techniciens, mais il faut qu'on puisse discuter et qu'on se donne envie. Donc, il y a des initiatives comme Enercop qui sont très bien. Donc, qui fédéralisent, c'est des coopératives régionales qui produisent et achètent que de l'énergie renouvelable. Donc là, au moins, c'est une façon sûre d'avoir une bonne production. Donc, si on met en route les citoyens entre énergie
énergie citoyenne, etc., et les producteurs. Et si on s'implique, on devrait les niquer. Il faut qu'on s'organise. Sur un territoire, tout le monde se réunit. On regarde qu'est-ce qui consomme à quel moment, quel type d'énergie, et comment on peut le faire. Voilà. Et ça se fait dans d'autres pays civilisés. Si tu as du nucléaire, c'est dur à gérer, par contre. Ben oui. Donc, voilà. On peut avoir un autre modèle démocratique que celui qu'on a. On fait une dernière question parce que les marcheurs se réveillent assez tôt le matin, donc pareil. Ah oui. Donc on prend deux dernières questions. J'en vois deux, tout à fait. Et puis après on clôt. Oui, Michel. Alors justement, moi, mon rêve, ce serait d'avoir des panneaux photovoltaïques, d'avoir aussitôt en bas pour brancher. Est-ce que ça, tu peux le faire? Est-ce que ça, tu peux me permettre de le faire? Oui, bien sûr. Alors le seul problème, si tu veux être déconnecté du réseau, il te faut les batteries. Donc la question... C'est ça que je voulais savoir. Oui, alors il existe. Alors on voit des batteries nickel, les batteries, enfin le plomb classique qui se recycle certes, mais qui a des problèmes à gérer. Et puis tu as surtout les batteries lithium qui sont pas recyclables pour l'instant. Par contre, il existe, c'est une vieille batterie, la plus vieille du monde, la nickel-fer, où il y a très peu de nickel qui dure 25 ans. Et l'électrolyte, c'est de l'eau ferrugineuse, comme disait quelqu'un de célèbre. Donc ce type de batterie, je vais en commander, on en refabrique de nouveau. C'est le modèle préhistorique qu'on a juste optimisé grâce à des technologies un peu pointues sur l'électrode. Et ces nouvelles batteries vont permettre d'avoir un produit non polluant. Enfin, rien n'est non polluant. Mais par rapport aux autres technologies, et surtout, elles ne mettront pas en péril l'humanité sur les ressources de mine. Donc pour l'instant, moi je peux te proposer des batteries nickel-fer avec des panneaux solaires, bien sûr, et nickel, voilà. Et il faut le faire. Tu devras le faire. Bah voilà. Pas de problème. Je recherche un document sorti dans la presse de l'annonce il y a plusieurs années. Et ce truc-là était très rare. Et là, je prends aussi quelques éléments. C'est un document qui a été fait par un des actuels avec de recherche de la presse de l'annonce. Et il est dit là-dedans que, contrairement à ce qu'on a raconté depuis l'origine, quelque chose comme la Cogema, pour le moment, produisait quand même pas mal de CO2. Ah oui. Avez-vous mémoire de ce truc-là? Oui, c'est le chauffage au fioul lourd. C'est le chauffage au fioul lourd. C'était le plus gros fabricant de fioul lourd de Normandie, parce que le chauffage dans la Cogema historique, c'était des vieilles chaudières au fioul lourd. Donc c'est eux qui produisaient le plus de CO2. N'est-ce pas, Didier? Je t'ai coupé la chic, désolé. C'était ton sujet.